Et on va parler maintenant de votre essai, Oui, mon cher Xavier, La dignité de la pensée. J'adore ce titre, c'est Roland Gori. oui, c'est un C'est ouvrage non, la dignité de penser. de pensée. Ah, Alors, c'est un livre de Roland Gori publié j'aime moins ce titre. au lien, au lien qui libère. Rien ne vous empêche d'en écrire un, Franco aussi. Ben Hein. oui, je vais m'y mettre là. Oui, Roland Gori, en fait, est psychanalyste, professeur à l'Université de Aix-Marseille. L'ouvrage, en fait, suppose que la dignité de l'être humain réside dans sa capacité à penser. Or, sa pensée trouve à l'être humain son origine dans le langage, et le langage, en fait, c'est une forme de récit qui permet la construction d'un monde commun. Alors, cet ouvrage-là se situe dans la même lignée des ouvrages qui réfléchissent sur les liens qui peuvent exister entre le langage que nous développons et la pensée que nous avons. Ce que nous dit Roland Gori, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, les esprits sont colonisés, c'est littéralement le terme qu'il utilise, par le langage technique, relié à l'idéologie du capitalisme financier. La façon dont il explique cette chose, c'est en montrant que le langage aujourd'hui a été parasité, si on veut, par l'information. L'information qui vise à rendre compte du réel, qui donne des données techniques sur la réalité, mais qui ne fournit pas de signification sur cette réalité. C'est intéressant qu'on ait parlé de poésie un peu avant, parce que Roland Gori y fait référence. Les récits, la poésie visent à évidemment, transmettre une forme de signification sur la vie. Alors aujourd'hui, le langage, réduit à sa pure expression technique, nous fait perdre très souvent le sens des choses pour se concentrer sur l'aspect technique. Et évidemment, j'ai lu ce livre-là et dans le contexte de la grève étudiante, et il faut le lire, mais quand on regarde les discours, ce que la ministre Courchaine disait un peu plus tôt, mais ce que l'on entend, il est toujours question d'un langage technique. L'investissement performatif, la rentabilité, le capital humain. Un vocabulaire qui C'est la forme que prend la colonisation des oui, esprits? exact, parce que ce vocabulaire-là est utilisé par le gouvernement, par les dominants, si je peux utiliser ce terme-là. Et en reprenant ces termes-là, évidemment, on finit par accepter un même cadre de pensée. Hein, pour citer Roland Gori, il dit « Une langue dominante occupe les esprits autant qu'elle incite les dominés à adopter les rêves et les fictions des dominants. » C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la façon dont on utilise des mots, hein, les termes que l'on utilise, et la façon de penser. Alors, le savoir technique qu'on utilise aujourd'hui met l'accent sur ce qui est mesurable, quantifiable, marchandisable. Hein. Et c'est de cette façon-là uniquement que l'on considère un problème, par exemple, qui fait appel à des valeurs plus larges. Pour reprendre la question du contexte étudiant en ce moment, par exemple, quand le gouvernement dit « j'écoute la majorité silencieuse », ben, quand on écoute le silence, évidemment, on n'écoute pas grand-chose. Il faut donc faire parler la majorité silencieuse. Mais comment on la fait parler? Ben, on lui donne des mots. On lui met des mots dans la bouche et c'est ces mots-là qui vont lui donner un discours, qui vont l'amener à réfléchir. Alors justement, ce langage est un langage technique, je l'ai dit, quantifiable et mesurable. Quand, par exemple, on écoutait la ministre parler un peu plus tôt, jamais elle a dit un mot d'éducation. Jamais elle a fait référence à une valeur éducative. Elle a fait référence à un investissement performatif, un langage de calcul, on calcule les coûts pardon, et les pertes de l'éducation. C'est-à-dire que ce que nous dit Roland Gori en deux mots, c'est que nous avons remplacé, si on veut, la rationalité substantielle, où on se questionne sur des valeurs, sur des principes, pour la remplacer par la rationalité instrumentale, un discours où il n'est question finalement que de chiffres et de input-output, comme on peut parler. Normand, vous voulez rajouter quelque chose? C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis même permis d'écrire quelques textes là-dessus sur la propagande dans nos sociétés. C'est un phénomène extrêmement important qui mérite d'être médité. Mais juste ajouter qu'on ne résiste pas à ça tout seul. Et je pense qu'il faut absolument être à plusieurs pour résister à ça. Si on reste seul chez soi à recevoir l'information ou les idées qu'on nous transmet, il est très difficile d'arriver à dire ils ont tort. Il y a une intelligence collective qui doit se mettre en œuvre là-dessus. Et c'est important de voir ça. On l'a vu, à mon avis, quand le gouvernement, de manière plate et immédiate, a dit condamner la violence. Et que la classe, ils se sont réunis pendant plusieurs heures. Ils ont sorti un texte plus articulé sur la violence que toutes les demandes que Et donc, il ne faut pas rester seul pour résister à la propagande. Vous avez... Oui. Oui, non, mais juste en terminant, Roland Gori fait référence à Victor Klemperer, qui est un philologue allemand qui a étudié la propagande nazie, en disant, je ne veux pas comparer la situation actuelle à l'Allemagne nazie, mais il avait dit la meilleure propagande que l'Allemagne nazie a fait, c'est à travers des mots. Alors Victor Klemperer disait, les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On n'a pas l'impression de l'avaler, mais plus ça avance, on finit par être complètement, disons, intoxiqué. Et c'est un des problèmes qu'on a vécu à travers la grève, on en a parlé beaucoup. Alors c'est Roland Gori, La dignité de penser, c'est publié au Lien qui libère. Merci.
Vous ne connaissez que nous. Vous commencez à la gober, la poudre aux yeux que nous vous jetons. Vous commencez à le croire que la TV, c'est la réalité et que c'est votre vie qui est irréelle. Vous suivez aveuglément la télévision. Vous vous habillez télé. Vous mangez télé. Vous élevez vos enfants télé. Et vous pensez même télé. Et c'est une démence de masse. Vous êtes manipulés par le saint nom de Dieu. C'est vous, le public, qui êtes la réalité. Nous, on est une illusion. Alors, coupez vos téléviseurs, éteignez-les tout de suite, fermez tout de suite vos postes, éteignez vos postes et ne rallumez pas, éteignez vos postes, fermez-les au milieu du discours que je prononce en ce moment, fermez vos postes. Vous vous êtes immiscé dans les forces fondamentales de la nature, monsieur Bill, et moi, je ne le tolère pas. Est-ce clair? Vous croyez avoir fait capoter une opération financière? Il n'en est rien. Les Arabes ont sorti des milliards de dollars de notre pays, il faut maintenant qu'ils les rapatrient. C'est le flux et le reflux, l'énergie marémotrice, c'est l'écologie, la pyramide. Vous êtes un dinosaure qui pense en termes de nation et de peuple. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de Russes, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas de tiers-monde, il n'y a pas d'Occident. Il n'y a qu'un seul, unique, sacro-saint système de systèmes. Une vaste et immanente série d'interactions et d'entrelacs à multivariation multinationale, la domination par le dollar. Pétrodollar, électrodollar, multidollar, Reichsmarks, rands, roubles, francs, l'argent. À l'échelon international, c'est le système de la devise qui détermine et régit l'influx de vie sur cette planète. Voilà ce qu'est l'ordre des choses aujourd'hui. Et c'est ça, la structure atomique et subatomique, la constitution cosmique des forces d'aujourd'hui. Et vous avez modifié les forces fondamentales de la nature. Et vous allez expier. Me fais-je bien comprendre, monsieur Bill? Vous faites irruption dans la petite boîte, la lucarne. Vous hurlez et pleurez sur l'Amérique et la démocratie. Il n'y a pas d'Amérique. Il n'y a pas de démocratie. Il y a seulement IBM et ITT, et AT&T, et DuPont, Dow, Union Carbide, et Exxon. Ce sont les nations du monde d'aujourd'hui. De quoi croyez-vous que parlent les Russes en Conseil d'État? De Karl Marx? Ils alignent leurs graphiques de programmation, leurs décisions statistiques, leurs mini-maxi fourchettes, leur rentabilité par probabilité et leurs calculs de rapport d'investissement. Ils font comme nous. Nous ne vivons plus dans un monde de nations et d'idéologie, monsieur Bill. Le monde est un saint collège de corporations, inexorablement déterminé par les immuables ukases des affaires. Le monde est une affaire, monsieur Bill. Il l'est depuis que l'homme a rampé hors du limon originel. Et nos petits-enfants vont vivre, monsieur Bill. Vivre et voir ce monde parfait où il n'y aura ni guerre, ni famine, oppression ou brutalité. Ce sera un vaste holding œcuménique où chaque homme travaillera au service du profit commun. Un monde nouveau où chacun détiendra sa part d'action. Tous les besoins seront pourvus, toutes les anxiétés tranquillisées, et le mal de vivre effacé. Et je vous choisis, vous, monsieur Bill, pour prêcher cet évangile. Pourquoi moi? Parce que tu passes à la télévision, du schmoll.